L'ABM, tout le monde l'appelle l'ABM, c'est-à-dire l'Activity Based Management, donc en anglais, mais qu'on appelle ABM en français régulièrement. Donc, on va voir cette méthode ABM et ensuite les liens qui existent entre la méthode ABC et la méthode dite ABM. D'accord ? Donc, cette méthode, comment passe-t-on de l'ABC à l'ABM ? Nous avons vu dans le chapitre précédent la méthode ABC. Je vous rappelle que c'est une nouvelle méthode de calcul de coûts qui a des spécificités. Par exemple, vous vous souvenez qu'il n'y a pas de centres auxiliaires et de centres principaux. Tous les centres sont considérés comme étant principaux. Que c'est une méthode également qui, dans la plupart des cas, à de très rares exceptions près, qui s'applique dans des entreprises de services ou de production pour lesquelles on travaille en flux tendu, autrement dit, il n'y a pas de stockage. Et la procédure pour y arriver, il y avait 5 étapes. Il fallait identifier, vous vous souvenez, les activités de l'entreprise, affecter des ressources aux activités, c'est-à-dire déterminer combien chaque activité consommait de ressources. On regroupait les activités et après, on regroupait les activités qui pouvaient se mesurer par un même inducteur et donc on pouvait calculer le coût unitaire des inducteurs et ensuite, une fois qu'on avait fait ça, on pouvait calculer le coût de revient de ce que l'entreprise fabrique en rajoutant les charges directes, bien sûr, comme avec les méthodes traditionnelles, et on rajoutait tous les inducteurs. Eh bien, la méthode ABM, c'est quoi ? C'est l'utilisation pour la gestion d'informations qui ont été trouvées, déterminées à partir des trois premières étapes dont on vient de parler, c'est-à-dire que grâce à l'identification des activités de l'entreprise, grâce à l'affectation des ressources aux activités, grâce au regroupement des activités, eh bien, on va pouvoir c'est ça qu'on appelle, si vous voulez, ces 3 étapes, l'ABM. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y aura pas d'exo, à mon avis, spécifique là-dessus. Et donc, l'ABM considère l'entreprise comme un réseau d'activités organisées en processus, un peu comme dans la méthode ABC. Alors voilà, ce qui se passe. On va chercher, si vous voulez, quels sont l'objet des processus. Et l'objet des processus, c'est bien de produire les biens et services qui donnent a priori satisfaction aux clients. Est-ce qu'on est d'accord ? Et regardez bien, les processus créent de la valeur pour les clients, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est que la valeur ici ? Dans quelle acception du mot il faut l'entendre ? Il faut l'entendre comme étant ce que les clients acceptent de mettre ou de payer comme prix pour acheter les biens ou les services produits pour l'entreprise. D'accord, je répète, la valeur dans ce sens-là est définie comme le prix que les clients sont disposés à payer pour acquérir les biens et les services produits. Et bien entendu, et c'est là, on va le voir, un des problèmes, c'est que la valeur, bien entendu, perçue donc par le client, ne résulte pas seulement de caractère physique. Par exemple, ça peut être des choses qui ne sont pas physiques, mais telles que les délais de livraison, la fiabilité, l'installation, la durée de la garantie, la formation des utilisateurs, l'économie à l'utilisation, les options d'évolution. Est-ce que vous voyez que ça, ce sont des éléments qui sont liés à la valeur, mais qu'on ne peut pas mesurer physiquement, bien entendu. Eh bien, le problème, c'est que les activités qui rentrent dans un processus ont bien un coût, et ce coût, ça vous savez le faire, il est mesuré par la méthode ABC, on est bien d'accord ? Ok. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Vous devez comprendre intuitivement que l'action sur ces processus et les activités va viser à augmenter ce qu'on appelle le rapport valeur-coût, aussi bien par l'intermédiaire de la valeur que par la limitation du coût. Autrement dit, tout le travail avec la méthode ABM, si vous voulez, va consister à essayer, si vous voulez, d'augmenter le rapport valeur-coût en faisant quoi ? En augmentant la valeur si possible et ou en diminuant le coût. En fait, c'est ça l'idée. C'est pas un problème de calcul au sens strict. Le calcul au sens strict, ça c'est plutôt la méthode ABC classique. Alors, la typologie des activités. Il faut bien que vous compreniez qu'il y a 2 grands types d'activités dans l'entreprise. Il y a celles qui dégagent de la valeur ajoutée et celles qui ne dégagent pas de valeur ajoutée. Là aussi, est-ce que vous comprenez qu'instinctivement, on va essayer de diminuer, voire de supprimer, les activités donc qui consomment des ressources et qui sont sans valeur ajoutée ?
D'accord, c'est bien ça l'idée, bien entendu. Donc, les activités avec valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une activité avec valeur ajoutée? Ben, c'est une activité que les clients perçoivent comme augmentant l'utilité des produits. Autrement dit, c'est-à-dire que vous, moi, en tant que client, on se dit on est content, si vous voulez, parce qu'on a perçu qu'il y a eu une augmentation de la valeur et on est content de payer pour cela. D'accord? Les clients, donc, sont disposés à payer un prix plus élevé pour les acheter. Des coûts élevés, mais néanmoins maîtrisés, peuvent être admis pour ces activités privilégiées. Alors, bien entendu, là aussi, tout est une question de mesure. Si un client perçoit, par exemple, un service il le perçoit comme lui apportant une valeur ajoutée, il est prêt à le payer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce qu'un client n'aime pas, c'est payer quelque chose dont il ne perçoit pas la valeur ajoutée ou l'utilité. J'ai bien dit dont il ne perçoit pas. Ce qui n'est pas la même chose que je suis sûr et certain que ça n'a pas d'utilité, ce qui n'est pas la même chose. D'accord? On va en reparler. Par exemple, peindre une carrosserie est une activité avec valeur ajoutée chez un producteur d'automobile. Oui, le client perçoit quand même que si la voiture n'était pas peinte, d'accord, ça poserait un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Connecter deux utilisateurs est une activité avec valeur ajoutée chez un opérateur téléphonique. D'accord? Alors, c'est vrai que beaucoup d'activités qui, je vous rappelle encore une fois, et c'est tout le problème, consomment des ressources. La plupart des activités engendrent ou permettent d'apporter une valeur ajoutée, mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Par exemple, l'activité de conditionnement, évidemment, elle est indispensable pour certains produits. Alors là, tout existe. Hein. Exemple pour les produits pharmaceutiques, pour des raisons de sécurité. Ça, on peut le percevoir, mais vous avez tous reçu, par exemple, quand vous achetez à distance, des cartons immenses pour avoir à l'intérieur quelque chose de tout petit. Vous avez déjà vu d'accord? Ben ça, vous n'en percevez pas vraiment l'utilité, vous clients. Avoir un carton immense pour avoir à l'intérieur un DVD. Ok? Est-ce que vous comprenez que cette activité de conditionnement a un coût pour l'entreprise? Le pire, c'est que vous, clients, vous n'en percevez pas l'utilité. D'accord? Donc, on va faire la chasse, entre guillemets, au gaspille, si vous voulez. C'est ça qu'on va voir. D'accord? Donc là, je vous donne mes superflus pour d'autres produits, tels les chemises pour lesquelles il est indifférent aux clients qu'elles soient présentées sous cellophane ou pas. D'accord? Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, j'achète des chemises à 3 000 € pièce, donc j'aime bien qu'elles soient... Oui, d'accord, ok. On peut l'imaginer, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. D'accord? Ok, de la plupart des gens, ça, c'est moins important. Et puis, vous avez des activités sans valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que c'est donc, par définition toute simple? Une activité sans valeur ajoutée, c'est une activité qui ne contribue pas à l'utilité perçue par les clients. Et bien entendu, ce qu'on souhaite, c'est diminuer, voire supprimer ces activités, parce que si je les supprime, entendez bien, et tout le problème est là, si je les supprime, par définition, ça va diminuer les coûts. Donc, ça va augmenter le rapport valeur-coût. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ok? Oui, mais attention, si je supprime ces activités, il ne faut pas que ça supprime la qualité du marché. Est-ce que vous comprenez ça? Laura, c'est clair? D'accord? Parce que vous avez des activités, entendez bien, vous avez des activités, on dit sans valeur pour le client. D'accord? Mais indispensable pour nous. C'est-à-dire que lui n'en perçoit pas forcément la valeur. Et ça, c'est un problème. Regardez bien, vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, le stockage et la manutention des matières premières, pour le client, ça, c'est des activités pour lui, aucune valeur ajoutée. Il s'en fout complètement, le client. Il ne le voit même pas, il ne le conçoit pas. Or, ce sont bien des activités qui consomment des ressources dans l'entreprise. D'accord? Le problème, c'est que ça, on peut optimiser la manutention, le développement, vous voyez ce que je veux dire, la circulation, etc., mais on ne peut pas le supprimer dans l'entreprise. Est-ce que forcément, voilà. Mais le problème, c'est que le client, lui, ça, il ne le voit pas, bien entendu. Donc l'attention attirée sur la non-valeur ajoutée des activités, de ces activités, incite à les réduire dans la mesure du possible, et en agissant évidemment sur leur cause. Par exemple, la réduction des erreurs de facturation et de livraison entraîne une réduction des activités sans valeur ajoutée
liées à ces dysfonctionnements. Si vous arrivez, si vous voulez donc, parce que dans le monde réel, on ne se fait pas d'illusions, bien sûr qu'il y a des erreurs de facturation, bien sûr qu'il y a quelquefois des erreurs de livraison, des retards, des livraisons, etc., etc. Mais si vous arrivez à diminuer par votre organisation ou du contrôle, vous arrivez à diminuer ce nombre de choses, ce nombre de problèmes, eh bien, qui sont, on est bien d'accord, des activités qui ne sont pas perçues comme étant de la valeur ajoutée pour un client. Est-ce que vous comprenez qu'un client n'est pas prêt à payer pour pas qu'il y ait d'erreur de facturation, quand même? Vous voyez, mais c'est tout bête, enfin, je veux dire, en même temps. Hein, je veux dire, ok. Donc, pour lui, il ne perçoit pas, c'est normal. Hein, c'est pas de la valeur ajoutée. Par contre, que, par exemple, le colis arrive à l'heure, à la date à laquelle il l'a, enfin, vous voyez, commandé ou des choses comme ça, pour lui, ça, c'est de la valeur ajoutée. Qu'il y ait par exemple une bonne procédure bien expliquée pour mettre en route l'appareil, des choses comme ça il le perçoit comme étant de la valeur ajoutée. Les erreurs de facturation, lui, c'est juste normal. Okay, donc, je répète, donc les erreurs, la réduction des erreurs de facturation et de livraison entraîne une réduction des activités sans valeur ajoutée. Comme le traitement des réclamations, des retours clients, des rectifications de factures, qui, encore une fois, ont un coût, voire un coût, bien entendu, très important. D'où l'idée de chaîne de valeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur? Eh bien, c'est que l'ensemble de ces activités à valeur ajoutée constitue ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc vous avez compris, ce qu'on appelle une chaîne de valeur très à la mode, tout le monde en parle, d'accord? Eh bien, l'ensemble des activités à valeur ajoutée constitue ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'entreprise. Et pour être compétitive, bien sûr, l'entreprise doit identifier les activités créatrices de valeur et les liaisons internes-externes entre ces activités et bien sûr les liaisons internes entre activités, d'accord? Elles si vous voulez, réagissent les unes par rapport aux autres. Elles sont rarement totalement indépendantes et elles doivent être, bien entendu, coordonnées. Alors, par exemple, la qualité des produits livrés aux clients, ça peut résulter de l'activité d'approvisionnement, donc achat de composants qui soient tout à fait corrects, de l'activité de production, automatisation par exemple de la prod, ou de l'activité contrôle des produits finis, et cette qualité entraîne une réduction du service après-vente. Si vous arrivez, vous comprenez que tout est lié dans l'entreprise. Si vous avez un bon service approvisionnement, si vous avez un bon service de production, par essence même, vous aurez moins de réclamations. Donc vous voyez, vous allez pouvoir diminuer le coût du service réclamation si en amont les choses ont été faites correctement. Maintenant, les liaisons externes entre activités, il existe aussi des liaisons entre la chaîne de valeur de l'entreprise et la chaîne de valeur des fournisseurs, des distributeurs et même des clients. Ben, par exemple, Ikea organise sa chaîne de valeur pour réduire ses coûts tout en augmentant la valeur perçue par le client. Il est plus rentable de vendre des meubles en kit que des meubles montés, mais ça, évidemment, ça suppose, comme je vous disais tout à l'heure, des notices de montage qui soient claires, précises, et puis des magasins qui soient, j'allais dire, clairs, et qu'on puisse voir les produits correctement, etc. Si tout est caché, comme dans les genres quincailleries des années 30 ou des années 50, il y avait énormément de choses, mais on ne voyait rien. Il n'y avait que le propriétaire qui était capable d'aller chercher, au fond, dans le noir, à tâtons, l'article dont vous avez besoin. Ça ne marche pas. Chez Ikea, ils ont bien compris ça, et tout est en exposition, etc., etc. D'accord? Donc, ce qui est important à comprendre, c'est les activités qui engendrent de la valeur. Encore une fois, la valeur, c'est ce que perçoit le client comme étant une valeur ajoutée et qu'il est prêt à payer. Inutile de vous dire que c'est quand même quelque chose d'important. D'accord? Et donc, l'objet, c'est d'essayer de diminuer les activités sans valeur. Alors, je dis bien, moi, j'essaye d'être le plus objectif possible. J'ai bien dit essayer de diminuer et pas forcément vouloir supprimer. Parce que, tout simplement, confronté à la réalité, il y a des activités qu'on ne peut pas supprimer, même si elles n'engendrent pas de la valeur.